Comprendre les enjeux, anticiper les risques, protéger l'avenir, éclairer votre quotidien. Répondre à vos doutes et bâtir ensemble une Afrique plus forte. De la recherche en laboratoire au cœur de nos foyers. Bienvenue dans votre émission Vie et Santé avec le professeur Idir Bitam sur les ondes d'Ifriqiya FM. Bonjour, bienvenue dans votre émission Vie et Santé. Bon, c'est vrai, c'est déjà l'heure caniculaire, il fait chaud, mais on doit s'y faire. Donc, il faut toujours boire de l'eau, se rafraîchir, éviter de sortir quand il fait très chaud, donc la période entre 10h et 4h, voire 5h de l'après-midi. Aujourd'hui, on va parler sur une thématique un peu particulière. C'est une maladie infectieuse aussi, transmissible, qu'on appelle le tétanos. C'est vrai, le tétanos est une toxi-infection grave qui est souvent mortelle, causée par la bactérie qu'on appelle Clostridium tetani. Donc, c'est des spores qui sont naturellement présentes dans les terres, donc les sols, les poussières, etc. Comment se survient la contamination? Quels sont les différents modes de transmission? Beaucoup plus c'est par blessure ou bien par coupure ou les éraflures, etc. Avec des substances qui sont souillées par cette bactérie qui est causée par des déjections ou bien par des poussières, etc. qui sont infectées par des spores. Et lorsqu'on se fait infecter, malheureusement, la bactérie va introduire, donc c'est une porte d'entrée pour les bactéries, pour qu'ils puissent rentrer dans le système de transport qui est le sang. Et c'est comme ça que ça se contamine, qu'on peut avoir des infections assez graves. On va parler donc de la définition de tétanos, quels sont les modes de transmission, quels sont les symptômes, comment on peut savoir qu'on est infecté, et quelles sont les mesures préventives, le traitement bien sûr, et avec des recommandations vers la fin. Donc on a toujours le plaisir de recevoir avec nous le docteur Bachawouch Salima, qui est médecin infectiologue, et qui va nous parler un peu de cette pathologie. Malheureusement, c'est une maladie évitable, mais il faut être conscient, il faut aussi nous protéger nos enfants. Docteur Bachawouch, c'est quoi le tétanos ? Alors bonjour professeur Bitam, bonjour chères auditrices et auditeurs. Merci encore une fois de m'inviter pour parler de cette pathologie importante à connaître puisqu'elle fait partie de notre environnement. Ça c'est vraiment une chose à savoir et nous allons voir plus précisément. Donc le tétanos c'est une toxi-infection causée par une bactérie, le Clostridium tetani, encore appelé bacille de Nicolayère. Bien sûr, toute la maladie va survenir suite à une blessure, même superficielle, et voire même plus profonde. Nous avons donc des professions exposées, mais aussi des activités de loisirs. Et c'est pour ça que c'est important de connaître et savoir reconnaître une plaie potentiellement tétanigène, donc suspecte de tétanos. Très bien, effectivement. Donc c'est vrai, c'est une maladie qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est vrai qu'elle est très ancienne, même dans le carnet de vaccination, elle existe, mais on ne prend pas en considération, on n'est pas très sérieux par rapport à la vaccination de ce pathogène. Pourquoi ? Alors, tout à fait. En fait, c'est une maladie qu'on tend à oublier, alors que justement, elle est prévenue par la vaccination. Oui. Et qu'elle est très très ancienne puisque nous avons des images d'illustration remontant à la Grande Guerre, de soldats de Grande Guerre. Donc vous imaginez, on est en plein 19e siècle et on a des cas illustrés du tétanos maladie. Autant la vaccination de la prime enfance est respectée, autant les rappels qui doivent se faire à partir de l'âge de 18 ans à vie ne sont pas respectés. Et c'est là du souci parce que, encore une fois, peut-être jusqu'à l'âge de 25 ans, la population, surtout masculine, est protégée parce qu'il y a le recrutement au service militaire, entre autres, qui oblige les vaccinations. Autant, on va dire, aux alentours de 22 ans, entre 22 ans, 25 ans et au-delà, oui. La population en général perd cette immunité parce que les rappels ne sont plus faits.
Justement, et c'est ça la le question. grand souci. Oui. Voilà. Donc, on va faire un petit rappel de comment on attrape la pathologie, Oui. qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, vous pouvez avoir soit par rapport aux professions exposées, donc les agriculteurs, les personnes qui travaillent dans le bâtiment, l'assainissement, mais aussi ceux qui manipulent donc de la ferraille, ceux qui travaillent aussi dans la menuiserie d'aluminium ou de ferraille, et enfin tout ce qui est loisirs. Les loisirs, ça va être essentiellement le jardinage, qui est une activité qui regroupe beaucoup de passionnés, mais qui néglige parce qu'on se dit bon, c'est une piqûre de rosier, c'est pas grave. Oui. Et justement, ce qui va se passer, entre autres, c'est que au niveau de la blessure qui se pose souvent au niveau soit des mains pour le jardinage ou des pieds parce qu'on est en claquette ou en tenue en sandales, on n'est pas vraiment protégé. Donc la bactérie, le bacille va sécréter une toxine. Et toute la gravité du tétanos vient de cette toxine. Cette toxine s'appelle la tétanospasmine. Donc la tétanospasmine, vous imaginez qu'on a notre système nerveux central qui a un système électrique. Donc c'est comme si on avait un système électrique. Une partie va ordonner aux muscles de se contracter et une autre partie va ordonner aux muscles de se détendre. La toxine va venir bloquer la partie qui s'occupe de détendre les muscles. Et donc, nous allons avoir des patients qui resteront avec des muscles contractés, et c'est ce qu'on appelle même les contractures, qui vont être justement la pathologie, les symptômes très importants, essentiels. Alors, même si la toxine va remonter, pouvait être blessée au niveau du pied, elle va remonter en suivant le chemin axonal jusqu'au système nerveux central. Mais les symptômes, eux, vont commencer au niveau de la face, au niveau des mâchoires et du muscle. Les mâchoires, donc les muscles du masséter vont se contracter, donc c'est au niveau de notre mâchoire. Et on va avoir un sorte de sourire très particulier. C'est comme si une personne souriait tout le temps, mais un sourire, on appelle ça le sourire sardonique. C'est comme si c'était un sourire moqueur. Donc pourquoi? Parce que justement, il y a une contracture des muscles de la face. Donc c'est douloureux, effectivement. Et de la mâchoire va descendre jusqu'au cou et on va avoir une évolution descendante. Quand on arrive au niveau des muscles respiratoires, la gravité atteint son maximum puisque les muscles se paralysent et la personne ne peut plus respirer d'elle-même spontanément. Très bien. Donc, non seulement on aura dans la clinique ces contractures, donc ces spasmes, la personne aura au niveau des pics de contractures et de spasmes musculaires, on va avoir ce qu'on appelle une rigidité très particulière où la personne va même créer un arc avec son propre corps. On va appeler cela les patients qui forment un pont. Ça veut dire que le dos va se courber. Il va se courber en lordose. Donc, vous allez avoir la personne se soulève de son drap. On dit qu'on peut passer largement la main ou le bras entre le plan du lit et le dos du patient. Et bien sûr, avec beaucoup de douleur qui accompagne ces contractures. Voilà globalement l'image la symptomatologie complète de la forme. Elle va aller dans son évolution naturelle jusqu'à l'atteinte. Donc, les muscles respiratoires, le système nerveux central. On va avoir un syndrome de trouble neurovégétatif. Ça veut dire qu'il y aura un trouble du rythme cardiaque, un trouble de la température et de la tension artérielle qui aboutit malheureusement au décès. Mais le décès va survenir au bout de plusieurs semaines. Le décès n'est pas immédiat et toute cette période sera pourvue de beaucoup de souffrance pour le patient. Ce sera essentiellement des soins de support et c'est des patients qui séjourneront en soins intensifs. Vous avez anticipé, donc j'avais posé la question, quels sont les différents symptômes, donc vous avez directement... Oui, on a préféré mettre... Voilà. On va parler un peu de chiffres. Est-ce que vous avez des chiffres par rapport au nombre de cas touchés? Quels sont Alors, à l'échelle mondiale, il faut savoir que pour 1 million de cas confirmés de tétanos, on a 500 000 décès dans le monde. Donc ça, c'est les chiffres que donne l'OMS. Évidemment, nous avons des chiffres plus élevés, surtout en Afrique, où les moyens de prévention et de vaccination peuvent justement être moindres. Donc, nous allons avoir des chiffres plus parlants par rapport au continent africain, malheureusement, et surtout aussi par rapport aux moyens de prévention. Pardon, là, on parle de 50%. Oui, par rapport à l'échelle mondiale. Vous allez avoir 1 million de cas déclarés pour 500 000 décès. Est-ce que ça fait peur?
Oui, à l'échelle mondiale, oui, c'est Et ça. ça fait peur. Ça fait ça, 50% oui, des cas c'est d'infection pour qui ça sont mortels. et justement, et non seulement ça fait peur, mais c'est regrettable parce que c'est prévenu par la vaccination. C'est ça qui est regrettable. Parce que les pathologies qui sont pourvues de décès, il y en a plusieurs. Mais quand on a la chance de pouvoir la prévenir par la vaccination, c'est ça qui est regrettable. Donc, c'est des pathologies qui, justement, sont mortelles parce que des vaccins, surtout ceux qui doivent survenir à l'âge adulte, ne sont pas respectés. C'est-à-dire ces vaccins qu'on dit tous les On va parler de régulièrement. vaccination lors de la prévention, c'est vers la fin. Vous avez parlé des muscles qui se contractent. Est-ce qu'il reste contracté très longtemps ou bien il va changer de... Eh ben justement, c'est ça le problème, comme on a dit, c'est que le réseau électrique qui est censé détendre les muscles est stoppé par la toxine. Oui. Donc, c'est des contractures qui demeurent longtemps. Et la souffrance va avec. C'est horrible. Oui, c'est très douloureux pour le patient. Oui. Et combien de temps qui peut durer? Alors voilà, c'est une symptomatologie qu'on a dit de plusieurs semaines à maximum un mois, mais c'est malheureusement pour une évolution fatale. C'est très rare qu'on survive à ces épisodes-là. Donc c'est très important, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas un traitement parce que vous traitez tant que vous pouvez agir sur la toxine. La toxine, tant qu'elle est circulante, on peut agir, mais dès que la toxine entre dans la cellule, vous ne pouvez pas agir. Donc, qu'est-ce qu'on fait dès le début? C'est pour ça qu'il faut vite aller, même s'il y a une blessure, aller consulter, parce que là, on vous met ce qu'on appelle le sérum. Oui. Le sérum agit rapidement pour bloquer l'action de la toxine. C'est très important. Quand est-ce qu'on peut mettre le sérum? Quand est-ce qu'on peut éviter la gravité? Donc, entre le moment où la personne se blesse et le moment où on peut encore agir et mettre du sérum, on a 6 heures de temps. 6 heures de temps maximum pour que le sérum antitétanique puisse agir et bloquer la toxine avant qu'elle arrive en intracellulaire. C'est pas évident pour les personnes qui habitent très loin, surtout dans justement. Voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir des vaccinations à jour. Parce que quand vous avez une vaccination à jour et que la blessure n'est pas profonde, on peut même être amené à ne pas prescrire parce que vos vaccins sont à jour. Donc la vaccination, encore une fois, c'est la meilleure prévention possible. D'accord. Si on n'est pas vacciné, on a été blessé. Oui. Donc, à titre préventif, il ne faut pas attendre qu'il y ait l'apparition des premiers symptômes. Il faut immédiatement consulter le médecin ou bien aller directement vers la vaccination, vers les structures de santé ou bien les structures comme l'Institut Pasteur, comme les centres maladies infectieuses, etc., pour se prendre en charge rapidement et commencer le traitement, soit par vaccination, ou bien par un traitement un peu particulier. Parce que je pense que lorsqu'on se prend en charge très tôt, quand vous dites moins de 6 heures, je pense qu'on peut éviter la gravité de cette infection. C'est-à-dire que quand vous êtes blessé, il ne faut pas banaliser, il ne faut pas dire non, c'est rien du tout. Le premier geste, on se lave à l'eau et au savon. Ça, c'est abondamment. Il faut bien se laver, au moins 15 minutes, eau et savon, pour éliminer le maximum de bactéries, donc de bactéries qui sont au niveau de la plaie. Et voilà, les bactéries elles-mêmes. Et après, parce que le sport, c'est salle végétatif, mais les bactéries elles-mêmes, vous éliminez, et donc de là, autant de toxines. Il faut savoir qu'une bactérie seule, une seule bactérie peut décharger assez de toxines pour tuer un adulte. Une seule bactérie. Donc, vous imaginez quand il y a plusieurs. Donc, c'est la première chose. Après, vous allez au centre de santé les plus proches. Ils sont tous habilités à prescrire le sérum. Le sérum. La vaccination, oui, on peut vous emmener dans les centres spécialisés, comme vous avez cité, Institut Pasteur ou les centres de vaccination principales de maladies infectieuses. Mais en général, le sérum antitétanique est disponible dans toutes les unités d'urgence médico-chirurgicale. Parce que ils viennent de partout. Ça peut être un accidenté de la route. Vous savez, quand vous faites des accidents de moto, on a des délabrements, c'est-à-dire que le membre est mis à nu carrément parce que la moto, le conducteur a glissé sur le bitume. Il y a un arrachement complet. Donc, très, très, très tétanigène. C'est une urgence numéro 1. Avant même de penser au bloc, on pense au sérum antitétanique pour cela. Donc, dès que vous avez mis le sérum antitétanique, très rapidement, vous avez une chance de bloquer l'action de la toxine. Mais après, vous voyez le statut vaccinal de la personne. Donc, on couple les deux. Alors, la question qui se pose, pour les accidentés ou bien les gens qui se font le même accident domestique, etc., pourquoi on ne fait pas directement la vaccination, automatiquement ? On ne fait pas automatiquement la vaccination parce que d'abord, ça prend du temps. Le vaccin, c'est pas dans l'immédiat. Le vaccin, il va agir, oui, mais il va prendre du temps pour agir. Pour éviter Voilà, donc déjà ça, c'est une grande différence. Quand vous avez un accidenté, vous allez vite vers le sérum.
parce que là, vous lui devez tout de suite lui transmettre la différence entre sérum et vaccin. C'est que le sérum vous donne tout de suite des anticorps prêts. Très bien. Il va vite donner un coup de feu au système immunitaire. Oui. Donc, vous allez avoir des anticorps très prêts qui vont aller rapidement vers le site et bloquer la multiplication et donc l'expression de la toxine. Voilà, donc c'est un couple en fait d'actions. Oui. Les deux se complètent, Très bien. ne se remplacent pas mais se complètent. Donc il y a on une commence par chronologie. le sérum, c'est très urgent. Exactement. Ensuite. Mais est-ce que le fait automatiquement au niveau des services hospitaliers, surtout Oui, les urgences médico-chirurgicales, un Oui. accidenté, Oui. une profession exposée, Oui. un agriculteur qui s'est blessé, Oui. un loisir, parce qu'on voit qu'est-ce qu'il a fait exactement, le sérum antitétanique. Le sérum est disponible aux unités de soins médico-chirurgicales. Les urgences. C'est le vaccin qui n'est pas. D'accord, mais le sérum, on le donne automatiquement. Oui. Ça, oui. c'est très important. Oui, on le donne dire. automatiquement. Il faut juste consulter. Encore une fois, n'attendez pas. D'accord. J'ai une question. Plaie tétanique ou tétanigène. Oui. Pourquoi on l'appelle comme ça? Plaie tétanigène. Voilà. Donc, le plaie tétanigène, c'est une plaie qui, déjà, à l'œil nu, est potentiellement suspecte de tétanos. Pourquoi? Parce qu'on reprend le contexte, on va voir la personne, qu'est-ce qu'elle a fait exactement, comment elle s'est blessée. Donc, il va vous dire, oui, je suis jardinier, j'ai utilisé des ciseaux, ils étaient un peu rouillés, par exemple, ou alors simplement une piqûre de rosier. On était en train d'élaguer, mais l'épine de rosier est rentrée complètement dans ma main. Donc, il faut savoir que le bacille de Nicolas, comme vous avez dit par sport, il est dans notre environnement. Et donc, il peut se poser sur le végétal lui-même, comme il peut être au niveau tellurique du sol de la terre. Donc, il ne faut pas dire non, mais c'est propre parce que c'était le haut du rosier. Non, vous avez un risque et il vaut mieux consulter. Bien sûr, plus la plaie va être sale, profonde, toucher la zone proche de la face, plus elle est d'abord dangereuse et ensuite potentiellement tétanigène. Très bien, très bien. On reprend un peu par rapport au vaccin antitétanique et sérum antitétanique, juste pour bien comprendre par rapport à notre auditeur, parce qu'ils sont hors du domaine, mais il faut leur donner plus d'informations. Le rôle de sérum antitétanique et le rôle de la vaccination. Très bien. Donc le sérum, on est passé par 2 âges. Les premiers sérums étaient à base, c'était à base équin, c'est-à-dire c'est à partir du cheval où on retirait donc les anticorps et on les donnait après à l'humain. Ça c'était les premiers sérums. Malheureusement, quand c'est comme ça, directement de manière du cheval vers l'humain, on avait beaucoup de réactions allergiques, réactions sériques, ce qu'on appelait. Donc, il y avait beaucoup d'intolérance au sérum lui-même, qui nécessitait après des prises en charge spécifiques. Dernièrement, nous avons ce qu'on appelle les tétaglobulines, qui sont humaines, donc à partir génétique, et donc elles sont beaucoup moins pourvoyeuses d'effets secondaires propres déjà au sérum. Donc le sérum, encore une fois, vous donne et met dans le sang des anticorps déjà formés. L'objectif du sérum, encore une fois, c'est de bloquer l'action de la toxine avant qu'elle ne rentre dans la cellule terminale, c'est-à-dire le système nerveux. Donc, tant qu'elle est circulante, on peut agir sur la toxine. Très bien. Le vaccin, bien sûr, je continue. Donc, le vaccin, c'est des anticorps auxquels on a donné le temps à l'organisme d'agir. Donc, on donne des antigènes. Pour le vaccin, on donne des antigènes et notre organisme va fournir les anticorps. Mais ça va prendre du temps. C'est ce gap de temps qu'il faut combler rapidement. C'est pour ça qu'on couple sérum et vaccin pour les personnes qui n'ont pas été du tout vaccinées. Merci. J'espère que vous avez pris un peu de temps et de comprendre un peu le rôle lorsqu'on a un accident, lorsque vous avez un enfant ou un membre de votre famille qui est blessé, etc. Donc, il y a des gestes urgents à faire, notamment de le transporter le plus tôt possible. Donc, vous avez un délai de 6 heures. Sinon, même la blessure, elle est légère, etc. C'est vrai, des fois, de temps en temps, enfin, souvent, malheureusement, on n'est pas consciencieux, donc c'est une plaie qui est superficielle, donc on peut le traiter sur place, à la maison, etc. Mais malheureusement, comme l'a bien expliqué Dr Bechaouch, ça peut aller vers les complications, ça peut aller vers la mortalité. Malheureusement, donc c'est une maladie 100% évitable, mais seulement il faut prendre des précautions, qui est la vaccination. Donc on va parler un peu de prévention, la vaccination. Quand est-ce qu'on commence la vaccination, jusqu'à quand?
D'accord. Donc, la vaccination antitétanique fait partie du programme élargi de vaccination algérien. Donc, les nouveau-nés, donc à partir du 2e, 4e mois, commencent à avoir leur première dose de vaccin. Il faut savoir que c'est un vaccin qui est couplé aux autres vaccins. Il n'est pas seul. Donc, diphtérie, tétanos, coqueluche et polio. Donc, c'est un des vaccins. Le DT-Coq. Pardon, voilà, c'est le DT coqueluche aussi. Donc, voilà, donc il fait partie de ce panel de vaccins. Il y a une très bonne tolérance, si ce n'est un peu de fièvre, c'est normal chez le nourrisson, mais on va vous expliquer comment après vous contrer avec un peu d'antipyrétique ou de moyens physiques. Mais il ne faut surtout pas retarder ou surseoir à cette vaccination. Sauf quelques cas particuliers où le pédiatre peut retarder, ils ont des marges de rattrapage. Oui. Un enfant malheureusement qui est sous chimiothérapie ou corticothérapie pour d'autres pathologies, on peut retarder parce qu'il n'a pas de défense et même ce sera même pas efficace parce qu'il peut pas tout de suite produire ses anticorps. Mais il faut savoir que la marge intervalle de rattrapage elle est entre 2-3 mois. Le pédiatre qui le suit sera plus à même à donner des indications par rapport à cela puisqu'il connaît le dossier du patient. Mais il ne faut pas retarder la vaccination. En général, jusqu'à l'âge scolaire et après les rappels qui sont à 13 ans jusqu'à 18 ans, la vaccination est assez bien respectée. Assez bien. Bon, 18 ans, on peut déjà commencer à avoir des absences. Les gens ne viennent pas. Au lycée. Malheureusement, parce que c'est un jeune adulte qui commence à avoir ses propres décisions. Oui. Donc, malheureusement, il commence à retarder. Le grand problème, c'est le jeune adulte et l'adulte de manière générale. Il faut vous faire vacciner tous les 10 ans, à vie tous les 10 ans, pour maintenir cette protection très importante en termes d'antitétanique. Voilà. Et à ce moment-là, quand vous aurez une blessure, on fera que le sérum. Mais on est tranquille parce qu'on sait que vous avez les anticorps déjà dans votre organisme. Donc, on va juste faire vite pour bloquer la toxine. Mais après, votre immunité naturelle prend le dessus de toute manière. Donc, quand il n'y a ni l'un ni l'autre et qu'on reçoit un blessé qui n'a jamais été vacciné, c'est sérum plus vaccin. Donc, comment ça se passe? Un bras, on va mettre le sérum antitétanique et l'autre bras, le vaccin antitétanique immédiatement et en simultané, on peut le faire en une fois. Pourquoi? Pas au même endroit, bien sûr, parce que votre sérum va neutraliser votre vaccin, mais pour s'assurer que vous avez le couple de protection directe, le sérum va commencer à travailler tout de suite, il va agir, vous avez les anticorps. Pendant ce temps-là, les antigènes qu'on a injectés dans le vaccin vont commencer à agir. Dès que la période de sérum, de l'activité du sérum s'arrête, vos anticorps sont déjà présents. Très bien. Donc là, c'est par rapport aux femmes enceintes et les bébés. Voilà, donc il faut savoir que non seulement le vaccin antitétanique n'est pas contre-indiqué chez la femme enceinte, mais il est même préconisé. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est va protéger pour empêcher le tétanos néonatal qui est redoutable dans tous les pays africains. Parce que vous savez, nous avons d'un côté la médecine traditionnelle où nous mettons autour du cordon le khol, c'est à base d'argent et de produits tégumentaires, mais vous savez que c'est fait de manière traditionnelle, c'est très pourvoyeur et très riche en bacilles de Niconae quand c'est malheureusement contaminé. Donc la tradition populaire... C'est très important. Oui, la tradition populaire parce que c'est un icothérise. C'est un hémostatique. Vous savez que le khol, c'est un hémostatique naturel. Donc, les matrones, on dit ça, les sages-femmes de l'ancien temps, et qui existent encore dans nos villages en Afrique, etc., le mettent au niveau du cordon, là, au niveau du nombril, pardon, là, au moment où ils coupent le cordon. Donc, ils le mettent pour cautériser, pour empêcher une petite hémorragie. Malheureusement, quand il est contaminé, il est fatal. Le tétanos néonatal est redoutable. Et nous avons aussi tout ce qui est accouchement, mais à domicile, avec peut-être des instruments non stérilisés. Oui. Et ça aussi est pourvoyeur, bien sûr, de tétanos. Depuis que nous avons, selon la recommandation de l'OMS, introduit la vaccination antitétanique de toutes les femmes enceintes, la chute en termes d'incidence du tétanos néonatal a été spectaculaire. Donc, ça a été la solution radicale pour empêcher cette incidence parce qu'elle est complètement fatale pour le nouveau-né. Très, très bien. Merci beaucoup pour ces informations. Si quelqu'un ne sait pas qu'il n'est pas à jour de vaccination, quelles sont les mesures à prendre? Alors, s'il ne sait pas, est-ce qu'il s'est blessé ou il ne s'est pas blessé? Non, il ne s'est pas blessé. Normale. Il se dirige vers les unités de vaccination. Oui. Nous en avons plusieurs territoires nationaux. Et après, pour les pays africains, dans les grands centres, dans les grands centres hospitaliers, il se dirige en disant oui, moi je suis ferrailleur, mais je ne savais pas. Mais là, on m'a dit qu'il faudrait que je me sois vacciné. À ce moment-là, on va vérifier et bien sûr, il aura à jour. On va reprendre la vaccination à T0. On ne va pas tout refaire. Est-ce qu'il n'y a pas des analyses à faire pour
voir s'il y a des anticorps. Alors oui, on pourrait faire des sérologies, mais à ce moment-là, s'il vous dit je n'ai jamais été vacciné, ça c'est un peu problématique. Par contre, vous pouvez faire une sérologie de base où vous avez un titrage. Mais alors à ce moment-là, c'est dans le grand centre hospitalier, bien sûr, où on vous fait un titrage de base. Et selon le titrage, on va voir s'il faut refaire tout un schéma vaccinal ou juste reprendre une dose. Mais en général, chez l'adulte qui arrive sans savoir, c'est une dose, mais on reprend après, on le suit et on va vérifier. En fait, on va faire une dose de vaccin, Oui. on fait encore un titrage et c'est là où on va faire le titrage. Exactement. Pour vérifier. Très bien. Très bien, donc on va vers la fin de notre émission. Donc juste, quelles sont les informations, quels sont les à titre préventif, qu'est-ce que vous pouvez donner comme information pour sensibiliser encore plus nos auditeurs? Alors, à titre préventif, d'abord pour tous les adultes, vérifiez vos statuts vaccinaux, comme l'a dit M. Bitam, c'est très important. Toutes les professions sont exposées et beaucoup d'activités de loisirs. Maintenant, c'est l'été, on va aller faire du barbecue, on sort en forêt, il se met volontaire, c'est moi qui coupe un arbre pour faire du feu, etc. Donc, la blessure est très, très fréquente. Oui. Vous manipulez de la terre, etc. Donc, encore une fois, vérifiez vos statuts vaccinaux. Encore plus si vous devez voyager, c'est très important d'avoir votre carte vaccination sur vous, que tous vos vaccins soient à jour. Pour toutes les professions exposées, encore une fois, elles sont très larges. Moi, si je vous dis un mécanicien, vous allez me dire, mais le mécanicien, il n'a rien à voir là-dedans. Et pourtant, parce qu'il y a des pièces automobiles, il y a de la rouille, on ne peut pas savoir, elle peut être contaminée. Donc, essayez d'avoir de toute manière toujours la vaccination à jour. Les femmes enceintes, encore une fois, n'ayez pas peur. Le vaccin, il n'y a pas de problème pour le fœtus. Au contraire, vous êtes en train de le protéger. Donc, rapprochez-vous des centres de vaccination. Si vous n'avez pas été vacciné, de donner donc l'âge de votre grossesse et donc les équipes sur place vont vous vacciner et vous expliquer la suite. Normalement, c'est automatique. Logiquement, c'est automatique. Maintenant que ça a été, une fois que c'est instauré, maintenant, c'est au niveau des PMI, les sages-femmes, toutes celles qui s'occupent des femmes enceintes, c'est elles-mêmes qui préconisent et qui vérifient le statut vaccinal de la femme enceinte. Très bien. Voilà, nous on le dit de façon générale. Maintenant, la conduite à tenir, je me blesse, l'eau et le savon, s'il vous plaît. Vous lavez votre plaie. Très important. Vous lavez votre plaie pendant au moins 15 minutes. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'enlever le maximum de bactéries. Le maximum de bactéries, ça veut dire le maximum de toxines potentiellement déjà au niveau de la plaie. Et ensuite, si elle n'est pas trop profonde, vous pouvez appliquer un peu de bétadine, bien sûr, les dérivés iodés, et vous dirigez au centre de santé. Maladie 100% évitable, 50% de décès lorsqu'on est infecté. Vous voyez, malheureusement, c'est très facile à éviter. Il faut se prendre en charge. Il faut avoir quand même la conscience de vacciner, vous vacciner vos enfants. Merci pour votre aimable attention et à bientôt.